bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir donc, pour cette conférence débat que nous organisons dans le cadre du festival Sciences et Manga. Vous avez pu peut-être déjà visiter un petit peu l'exposition qui se trouve dans l'espace galerie juste à côté. Si vous n'avez pas eu le temps encore de le faire, je vous invite à le faire après cette conférence débat. Et je remercie donc nos trois conférenciers, Anne-Marie Mercier, Dominique Paquier et Pierre Fourneray d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Et je remercie également Muriel Salle qui nous a accompagnés pour l'organisation de l'ensemble de la manifestation. Elle a travaillé depuis plusieurs mois avec nous et elle a accepté aujourd'hui d'assurer la modération de la conférence débat. Donc je vais lui passer la parole. Je voulais vous remercier d'être venu sur ce temps de midi pour cette conférence. Je vais être très bref parce que c'est pas moi que vous êtes venu écouter. Donc dans le thème général, le titre général qui a été choisi était le suivant, les métamorphoses de l'adolescence, quelles influences sur la culture ado. Et donc pour nous en parler, on a fait un choix intéressant du point de vue de l'université Lyon 1 dans laquelle on se situe, qui est un choix d'interdisciplinarité. Voilà, c'est quelque chose pourquoi je milite, donc je suis contente, puisqu'on va d'abord écouter Anne-Marie Mercier, qui est professeure de littérature. Et je crois que c'est Anne-Marie qui va ouvrir les débats. Puis, ce sera au tour de Pierre Fourneray, qui est médecin, qui est psychiatre, qui est spécialiste de psychiatrie infanto-juvénile. Et puis ensuite, on s'intéressera au point de vue de la sociologie avec Dominique Pasquet. Donc, trois points de vue disciplinaires très différents, mais qui se nourrissent. On en a un peu discuté avant d'arriver. Et voilà, donc j'espère qu'ils sauront susciter chez vous intérêt et questionnement. Alors on accorde une vingtaine de minutes à chacun des conférenciers et conférencières. C'est moi qui suis la gardienne du temps, j'essaierai d'être intraitable. Et puis ensuite, on aura un temps assez important consacré à l'échange avec la salle. Merci. Anne-Marie. Merci. Alors, je me suis intéressée au thème de la métamorphose en culture d'enfance et de jeunesse il y a quelques années déjà à la lecture de Twilight, que j'ai lu et dévoré avec passion, comme ma nièce de 15 ans, qui a même lu en anglais, tellement elle était prise. Et j'étais très perplexe après avoir lu ce livre, justement, en voyant qu'il y avait plusieurs exemples de métamorphose. L'héroïne de Twilight cherche à devenir vampire, elle le devient. L'un de ses amoureux, pour rappel, il y a une héroïne et puis deux garçons entre lesquels elle hésite un peu. Le beau vampire qui a vécu plusieurs centaines d'avant, qui est immortel, magnifique et très riche, et un garçon qui a du sang indien dans les veines et qui se métamorphose en une espèce de loup, un genre de loup-garou, quand sa tribu est menacée par des vampires. Et il se métamorphose comme les autres garçons de son âge. Donc on a une bande de garçons qui courent les bois, nus évidemment, parce que les vêtements explosent au moment où ils deviennent des loups. Ils communiquent par télépathie entre eux. Enfin, il y a des choses passionnantes sur l'idée d'un rêve de communication, d'être ensemble, de groupe d'un côté, et d'un rêve de perfection, d'éternelle jeunesse de l'autre. Et au bout de cette lecture, et voyant le succès qu'avait ce roman, je me disais, mais c'est quand même peut-être un peu inquiétant de se dire que une des lectures préférées des adolescents montre que l'humanité ordinaire est totalement inintéressante. Les humains sont minables, les parents, les professeurs, les copains d'école, ils ne sont pas terribles non plus. Ils sont très humains, totalement imparfaits. Et il y a un rêve de perfection impossible et un désir de sortir de l'humanité qui me semblait, a priori inquiétant, en tout cas, qui posait question. Alors, on a prévu un colloque sur ce thème à l'ESPE, l'ex-IUFM, à la Croix-Rousse, les 26 et 27 mai prochains, sur le thème de métamorphose et culture d'enfance et d'adolescence. Il y a eu une journée sur le genre, à laquelle Muriel a participé l'année dernière. Alors je m'explique du titre de ce que je vais vous proposer, un parcours très général qui vous permettra de resituer peut-être des choses et puis faire émerger des thèmes qui seront repris ensuite par mes collègues. Du gamin aux oreilles d'âne aux omans, c'est-à-dire que c'est un petit parcours historique assez large. Le gamin aux oreilles d'âne et même au corps d'âne, en fait, c'est Pinocchio. Donc une des métamorphoses classiques de la culture d'enfance, c'est celle de Pinocchio. Et le Zoman, pour ceux qui suivent un peu l'actualité de littérature jeunes adultes,
c'est une allusion au trône de fer, dans lequel on a plusieurs personnages qui sont en lien avec un animal et qui passent dans l'esprit de l'animal. Et là, il y a des choses sur la culture contemporaine et le rapport à l'animalité. Je pense aux ouvrages de Jean-Christophe Bailly, philosophe aussi, qui sont très intéressants. On a vraiment une interrogation sur la nature, le corps et l'animal qui passe par là. Alors, rappel sur les métamorphoses, qu'est-ce que c'est qu'une métamorphose? Il y a un premier sens qui est scientifique, Catherine Bruguière, ici présente, nous l'a rappelé, biologique, c'est-à-dire que c'est le passage d'un même être, d'un état corporel à un autre, absolument naturel, et avec impossibilité de reconnaître la forme première, par exemple le tétard, la grenouille, la chenille, le papillon, etc. Mais par extension, on pourrait dire que le vieillissement humain provoque la même chose. Si vous prenez un enfant de 3 ans et la même personne à 98 ans, c'est très difficile de voir que c'est le même. Et on a quelques exemples en littérature de jeunesse qui évoquent ce passage de la jeunesse à la vieillesse, quelque chose de terrifiant pour les jeunes gens, surtout, aussi pour les autres peut-être, je ne sais pas. Je pense notamment à un très beau roman, Le Château de Hurle, qui a été mis en image par Miyazaki, Le Château ambulant. On a une petite fille qui est métamorphosée par une sorcière en vieille femme. Donc le côté devenir vieux. Un autre exemple célèbre, mais plutôt euphorique, c'est celui du vilain petit canard d'Andersen, dans lequel le petit canard voit des signes, mais n'imagine pas, il est rejeté de tous, il est très moche, etc. Il se sent comme l'adolescent, pas reconnu, il n'a pas de famille, il ne ressemble à personne. Il voit les signes et il n'imagine pas du tout qu'il appartient à la même espèce qu'eux. Mais là, le vieillissement est plutôt euphorique, alors que chez Miyazaki, c'est l'inverse. Deuxième catégorie de métamorphose, c'est plutôt celle-là qui occupe l'essentiel de la littérature de jeunesse. C'est la métamorphose humain-animal, ou vice-versa, un animal transformé en humain. Vous avez un exemple dans un roman de Philippe Pullman, J'étais un rat, qui reprend la trame de Cendrillon, et qui imagine qu'un des rats du carrosse, qui a été transformé en petit garçon, en laquais, reste petit garçon. Mais évidemment avec une culture de rat, des habitudes de rat. C'est un livre absolument merveilleux. Autre possibilité, vous avez dans les transformations humain-animal une thématique très forte dans le conte qu'on retrouve aussi dans le cinéma d'animation, c'est le thème du fiancé animal. La Belle et la Bête, évidemment, une jeune fille est fiancée à un animal repoussant. Vous avez toutes les histoires de roi grenouille aussi, et puis le thème de le crapaud qu'on embrasse et qui devient un beau prince, qui est souvent parodié. Dans Shrek, par exemple, le baiser donne exactement l'inverse. Donc dans la culture contemporaine, adolescente, il y a aussi le recyclage de thématiques classiques dans les contes, mais évidemment avec un regard distancié. Puis vous avez tout le thème du loup-garou, évidemment, que j'ai cité dans Twilight. On le trouve dans Harry Potter. On trouve plusieurs métamorphoses animales dans Harry Potter, mais je ne les développerai pas. Et, humain-humain, donc un humain transformé en autre chose, la plupart du temps, dans ces ouvrages pour adolescents, c'est un garçon qui est métamorphosé en fille ou une fille en garçon, mais ça peut être aussi se réveiller un jour avec un autre visage et avec des thématiques très intéressantes sur la question de l'apparence et de l'identité. Qui suis-je? Est-ce que je suis mon corps, c'est-à-dire ce que voient les autres, ou est-ce que j'arrive à exister autrement? Et puis, humain, monstre, on en a quelques-unes, mais je n'en parlerai pas parce que c'est minoritaire. Et animé, inanimé, ça implique aussi la thématique humanité-machine et toutes les questions du transhumanisme. Et là encore, c'est un énorme sujet qui commence seulement à entrer en culture d'enfance et de jeunesse, mais qui est en train de devenir très importante. Et puis, la troisième métamorphose, très connue et très présente en littérature de jeunesse, c'est la question d'un changement de caractère. Tout d'un coup, quelqu'un devient une autre personnalité ou du déguisement. Alors, le personnage le plus célèbre dans ce domaine-là, c'est le Chevalier d'Éon. Il y a eu des mangas, justement, à partir de ce personnage. Mais vous avez aussi Fantomette, Zorro, Superman, qui combine un peu les deux plans. C'est-à-dire qu'entre Superman et Kent,
il y a à la fois le changement de déguisement, mais on a vraiment l'impression que la personnalité de Kent et la personnalité de Superman ne sont pas les mêmes. En tout cas, ils ne jouent pas le même rôle. Alors, les causes de la métamorphose dans les récits littéraires sont variables. Elle peut être volontaire, involontaire, ça peut être un châtiment, ou ça peut être une décision, ça peut être accidentel, technique ou magique. Donc ça donne plusieurs types de récits. Ça peut être un conte merveilleux, ça peut être un récit fantastique, ça peut être un thriller. En fait, on a de la science-fiction, de la fantasy, on a pratiquement tous les types de récits qui se greffent sur cette thématique. Donc j'évoquerai 3 points, forcément rapidement. Le thème littéraire, la tradition littéraire de la métamorphose, très rapidement, et je passerai sur les dias parce que je n'aurai pas le temps vraiment de faire les métamorphoses dans les classiques de la littérature de jeunesse, puis enfin dans le roman pour adolescents, les grandes thématiques, puis quelques titres. Alors le thème littéraire, vous avez là les grandes dates à peu près de cette thématique, une thématique présente dès l'Antiquité et qui innerve toute la culture jusqu'au XIXe siècle, parce que les métamorphoses d'Ovide sont un texte fondamental dans l'enseignement des lettres qui se faisait, je vous le rappelle, essentiellement en latin jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Début de la littérature de jeunesse, on a beaucoup d'histoires de fiancées animales, mais toujours à visée moralisante. La Belle et la Bête, c'est l'idée de montrer à la jeune fille que si on lui propose d'épouser un être absolument monstrueux, il ne faut pas qu'elle soit dégoûtée, parce qu'à force d'amour, de patience, etc., il finira par devenir aimable à ses yeux. Moins moralisateur, avec Marie Shelley, vous avez le début de la créature fabriquée par l'homme. Ce n'est pas vraiment une métamorphose, mais quand même, on a l'idée, une inquiétude sur ce que c'est que la nature humaine. Mais récit typique de métamorphose, le récit de Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde, qui a été le support de plusieurs films. Et puis évidemment, le récit de Kafka, la métamorphose, qui est extrêmement riche, dans lequel on a énormément de thématiques. Alors là, j'ai mis une image de bande dessinée que je trouve très jolie. Gregor Samsa se réveille un matin dans sa chambre, transformé en insecte hideux, et il prend conscience petit à petit de cette transformation. Et puis un thème cinématographique, la mouche, j'ai rétréci les gosses, la Pielle qui est habitée, transformation homme-femme avec Tootsie, Madame Doubtfire, le loup-garou de Londres, etc. Beaucoup de succès. Et c'est un thème qui est préparé par la littérature de jeunesse. Donc, rapide retour sur cette littérature, avec le fait qu'on trouve beaucoup d'animaux dans cette littérature de jeunesse. C'est ce que dit Isabelle Nière-Chevrel, qui est spécialiste de cette littérature. Et des animaux qui sont humanisés. Donc on a déjà un peu ce pont entre les deux natures. Et enfin, des personnages extrêmement divers qui peuvent être des animaux, des humains, mais aussi des objets, des poupées qui parlent, le soldat de plomb, l'ours en peluche, etc. Donc il y a déjà, pour les adolescents, peut-être, sans qu'ils le sachent, un substrat. Alors dans les grands classiques, on a 3 grands exemples de métamorphose. Pinocchio, donc, qui est transformé en âne. Là, vous avez une couverture de livre assez parlante. Alice, dans Alice, vous vous souvenez, elle boit, elle rapetisse. Donc là, c'est avec les merveilleuses illustrations d'Alice Clap-Veloux. Ou bien elle grandit. Là, elle est coincée dans une maison sans pouvoir sortir. Ou bien son cou s'allonge, elle ressemble à un serpent, donc à un animal. Quant à Pinocchio, s'il est transformé en âne, eh bien, c'est ce qu'il dit, c'est ce que lui dit le grillon. Tu ne sais donc pas que si tu ne travailles pas, ne vas pas à l'école, tu deviendras le roi des ânes, et quand tu seras grand, tout le monde te montrera du beau. Donc la métamorphose en âne, c'est une métaphore, c'est que l'enfant qui ne veut pas aller à l'école, le cancre, eh bien, on dévoile sa vraie nature avec cette métamorphose, de même que le nez qui s'allonge de Pinocchio, c'est une façon de dire à l'adolescent, attention, tout ce que tu penses, tout le monde va le voir, tout le monde peut le voir. Donc il y a un côté très angoissant dans Pinocchio, mais... Et chez Alice, c'est beaucoup plus joyeux, c'est-à-dire qu'elle grandit, elle rapetisse en fonction de son désir. Elle veut rentrer dans l'adorable jardin,
son corps obéit à ses désirs. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus heureux. Alors, donc je vais passer sur Alice avec sa crise d'identité et pour venir à cette question de l'image de l'adolescence. D'abord, ce qui est frappant, c'est qu'il y a l'expression d'une dualité morale avec Dr Jekyll et Mr Hyde. Le Dr Jekyll est bon, il a une fiancée, il est vertueux, etc. Et Hyde est épouvantable. Et puis, dualité psychologique, on en a parlé, et surtout, cette métamorphose, c'est souvent l'expression de l'explosion des pulsions, qui fait qu'un être humain, qui est un enfant calme, qui n'a pas d'idées bizarres, tout d'un coup se met à en avoir et à se comporter autrement. Alors je traiterai deux cas. Le premier, c'est celui de l'animalité, qui me semble intéressant. Alors on le trouve dans la fantaisie pour adultes, par exemple dans l'Assassin royal et dans le Trône de fer, c'est un peu le même cas, un personnage qui se transporte dans le corps d'un animal et qui, à travers ce corps d'animal, peut explorer des sensations. Donc il y a vraiment l'idée d'un travail sur l'exploration d'une autre manière de voir le monde. Voilà, c'est plutôt ça, mais aussi des pouvoirs, une façon de s'évader d'une société humaine qui est trop contraignante. Dans le roman pour adolescents, c'est moins net. Alors on a un premier exemple, c'est celui des Animorphes, une série d'une 50aine de volumes d'Applegate, dans laquelle des espèces de monstres, limaces, extraterrestres, cherchent à coloniser la Terre en occupant les corps d'êtres humains. Donc, ils cherchent des hôtes, et pour les combattre, eh bien, il y a d'autres extraterrestres et surtout un groupe d'adolescents qui ont un pouvoir de se transformer en animal. Donc là encore, on retrouve celui qui se transforme en fourmi, en rat, en chat, en faucon, avec des choses très intéressantes. L'idée qu'il faut d'abord dompter l'instinct de l'animal quand on habite son corps, et que ça prend un temps d'adaptation. Donc il y a vraiment la question, à travers cet animal, de l'instinct à dompter, qui est une problématique adolescente, évidemment, très forte. On retrouve ça dans un roman, une série plus récente de Pierre Bottero, celui qui a écrit Les Mondes des Villanes, La Quête des Villanes. La série L'Autre, dans laquelle il y a un personnage, une fille, qui a le pouvoir de se métamorphoser, ou plutôt la capacité, quand je dis le pouvoir, capacité parce que c'est une capacité qu'elle ne contrôle pas au début et qui la terrifie. Dans les moments d'émotion, elle se transforme en panthère, avec la sauvagerie de la panthère. Oui. Et pour moi, c'est un peu comme le cas de Twilight, c'est-à-dire que ces métamorphoses qui font dire au personnage « ne me touche pas », c'est peut-être une façon à la fois de parler de l'adolescent qui veut se met en retrait, mais c'est aussi une façon d'érotiser la relation amoureuse. C'est devenu trop facile aujourd'hui, on ne peut plus écrire La Princesse de Clèves où il faut se cacher, c'est interdit, si jamais on est coupable, la vie est fichue. Donc le danger de mort lié à la relation amoureuse, dans Twilight comme dans l'autre, me semble aussi une ficelle littéraire pour mettre un peu de piquant dans quelque chose qui est devenu un peu trop plat aujourd'hui. Alors on a des cas de féminisation, j'ai mis quelques titres ici intéressants. Dans le cycle d'Oz, un garçon une fille a été transformée en garçon, il faut faire la métamorphose inverse, il est horrifié. Dans Anne Fine, la nouvelle rôle de Bill, un petit garçon se réveille en fille un matin, et il y a toute une réflexion sur la condition de fille ou de garçon à l'école, qui n'est pas du tout la même. Terence Blaker, Fille ou garçon, c'est le récit d'un ado très garçon, vulgaire, etc., qui, à cause d'un pari, se transforme en fille et finit par découvrir qu'être fille, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on peut parler de sentiments, les relations amicales sont plus profondes, on peut s'habiller comme on veut. Enfin, voilà. Et puis, un autre... voilà. Donc là, vous avez plusieurs entrées. Hein. Devenir fille, un cauchemar, une leçon de morale civique pour l'égalité, exploration psychologique, qu'est-ce que c'est qu'être une fille, ou bien le dévoilement d'un mystère. Je vous rappelle que dans les Métamorphoses d'Ovide, il y a un personnage, Tirésias, qui a été dans le corps d'une femme et qui a pu dire que le plaisir féminin était 10 fois supérieur au plaisir masculin. Donc il y a aussi cette question, que ressent l'autre, qui est un grand mystère, évidemment, pour tout le monde.
Masculinisation très intéressante parce qu'elle diabolise le masculin, et je terminerai sur cette idée-là. Dans ces métamorphoses, il y a une valorisation du féminin, une diabolisation du masculin et une peur des instincts, de tout ce qui est animal, qui pose question. Donc je laisserai mes collègues répondre à ces questions. Par exemple, dans 5 jours par mois dans la peau d'un garçon, une fille, au moment de ses règles, se transforme en garçon. Et un garçon avec des pulsions, qui fait des tas de choses interdites, qui ne pense qu'au sexe, etc., alors qu'elle est une gentille petite fille. Et puis vous avez pour les plus jeunes, je porte la culotte et le jour du slip dans le même volume, où on a les deux situations. Et puis, autre problématique, dans la peau d'une autre, qui n'est pas un roman excellent, un bon thriller, dans lequel une vedette de la pop qui fait un burn-out se retrouve dans une clinique de chirurgie esthétique où on va lui greffer le visage d'un autre et on va propulser une autre chanteuse avec sa même apparence. Donc il y a des réflexions aussi sur l'apparence dans une société où l'image est très importante, qui sont intéressantes. Et dans A, comme aujourd'hui, on a un être qui change de corps toutes les 24 heures. Des gens du même âge que lui, filles, garçons, handicapés, gros, petits, etc., qui expérimentent toutes sortes de corps. Donc aussi un travail sur la tolérance, peut-être, à travers cette métamorphose. Et puis la thématique humain-machine, Jimmy Coates, l'exemple d'un roman d'espionnage dans lequel le héros découvre qu'en fait il n'est pas un être humain, mais qu'il a été fabriqué. Alors toutes les questions, est-ce que j'existe vraiment, même si je suis une machine? Est-ce que les machines sont des êtres pensants, qui ont des émotions, etc. Et dans les mangas, eh bien, le thème féminin-masculin est très répandu. Donc vous avez plusieurs titres ici, parmi les plus célèbres, Pretty Face et les autres, je ne me risquerai pas à les prononcer. Et vous avez aussi des fictions, par exemple un site de Fix, où interviennent beaucoup d'ados, la salle sur demande, où on invente des récits où Ron, le compagnon, l'ami de Harry Potter, se transforme en fille, etc. Ou bien un autre sur jeuxvideo.com forum, le jour où je devins une fille, avec une faute d'orthographe. C'est pas moi qui l'ai faite. Voilà, pour terminer, l'interrogation d'Alice qui se métamorphose sans arrêt, qui à la fin finit par se demander: qui suis-je? Dites-le-moi d'abord, et s'il me plaît d'être la personne que vous aurez dite, je remonterai, sinon je resterai ici jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. Et je terminerai là-dessus, sur l'idée que les fictions dans lesquelles les adolescents se projettent sont un peu le reflet de ce rapport, le rapport à l'identité. Si vous me proposez une image qui me plaît, d'accord, j'y vais, mais sinon je resterai fixée, c'est-à-dire je n'évoluerai pas et je ne sortirai pas du monde fictif dans lequel je suis. Merci Anne-Marie, timing parfait en plus. C'est Pierre Fourneret qui va donc enchaîner maintenant. J'espère respecter le timing. Bonjour à tous. Merci à Muriel Salle et à la Bibliothèque universitaire de leur invitation. Alors moi je vais aborder effectivement la question des transformations adolescentes du côté un petit peu du regard du clinicien, puisque je suis effectivement responsable d'un service d'accueil dit d'urgence pour adolescents dits en crise. Et on reçoit quotidiennement à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants donc des jeunes qui se considèrent, qui se mettent un petit peu en rupture. Et ce matin, je voyais une jeune fille justement qui est arrivée en situation de crise hier soir, donc je faisais rapidement un bref entretien et j'ai été obligé de l'écourter puisque j'étais censé venir vous parler. Et nécessairement, elle m'interroge, elle me dit mais pourquoi l'entretien s'arrête? Je dis écoute, je vais parler un peu des adolescents, je vais parler un peu de toi. Donc elle a un premier regard interrogateur, et qu'est-ce que vous allez dire? Et je lui dis, écoute, je ne sais pas trop, parce que 20 minutes pour parler d'adolescence, ça me paraît un peu compliqué. Et là, avec un sourire triomphant, c'est normal, face à vous, les adultes, vous ne comprenez rien. Donc, et c'est ça l'adolescence, en tout cas c'est ça auquel on est régulièrement confronté, et j'aime bien effectivement intervenir après l'intervention de Mme Pasquier, parce que il y a énormément de choses, c'est vraiment un âge carrefour. D'abord, vous savez qu'on a peut-être un peu du mal à définir les âges limites de l'adolescence. Si je vous demandais officiellement à quel âge s'arrête l'adolescence, vous me diriez, je ne sais pas, 16, 17 ans. Mais je vais vous dire que l'adolescence, elle s'arrête officiellement à 25 ans. Donc ça change un petit peu la donne. Et que dans cette période de temps,
Alors je vous ai donné la borne haute, je ne vous ai pas donné la borne basse. Vous pourriez me dire, à quel âge? Est-ce que c'est la puberté ou pas? Et on se rend compte, et peut-être que je reviendrai, que les hormones sexuelles, même si elles ne sont pas anodines, elles ont plutôt un rôle secondaire aujourd'hui dans ce qui peut rendre compte, en tout cas, de cette explosion, de cette transformation, de cette maturation. J'aime bien le terme de métamorphose parce qu'on a toujours eu un peu une vision un peu négative de la crise, de ces jeunes instables, perturbateurs, provocateurs, qui viennent contrarier parfois l'ordre public, qui viennent interroger nécessairement donc l'adulte dans son rapport d'autorité, dans son rapport d'identité, qui aussi pose des questions, qui retravaille la question de l'histoire familiale, du roman familial, avec parfois des choses et des fantômes qui ressortent un petit peu des placards. Et en même temps, je pense que ce terme de crise est un terme impropre qui stigmatise un petit peu des choses, alors que le sujet de mutation et celui de transformation me paraît beaucoup plus approprié. Et la première partie de mon intervention, ça va être simplement aujourd'hui de remettre un peu l'accent sur le corporel, tout en sachant que cet âge, il est un petit peu carrefour du corporel, de l'émotionnel et du social, mais après dans l'intervention d'une sociologue. Alors, pourquoi, dans un premier temps, parler du corporel? Parce que l'adolescence, aujourd'hui, et peut-être que certains d'entre vous le savent, est devenue un peu un objet à part entière d'études en psychologie développementale. Et grosso modo, les adolescents deviennent des rats de laboratoire, ils adorent ça d'ailleurs. Donc on les voit, on les interroge bien entendu, mais parfois aussi on les met en situation d'expérimentation et on va aussi, vous le savez, parce qu'avec les progrès de l'imagerie médicale, et un de mes confrères est ici présent, on a la capacité à pouvoir voir grosso modo un peu à l'intérieur de cette boîte crânienne ce qui se passe. Alors ça les fait fantasmer toujours, hein, parce que vous allez lire mes pensées, non je te rassure, je ne vais pas lire tes pensées, mais savoir comment ça te travaille, ça on peut peut-être effectivement commencer à avancer. Et la première transformation que l'on a tous en tête sur l'adolescence, c'est la question de la poussée de taille, mais cette poussée de taille, ce n'est pas à l'arrière la plus importante, parce que c'est toute la structuration du cerveau même de l'enfant va être retravaillée, va être remaniée. Et que cette image, effectivement, du remaniement du cerveau, elle est excessivement importante, elle est toute récente, elle est issue des travaux en neuroimagerie, donc des équipes principalement donc, américaines, mais elle retravaille, elle revisite un petit peu la question, effectivement, de la compréhension qu'on peut avoir de ce phénomène maturatif, transitionnel, tout en remettant un peu l'accent sur, j'ai envie de dire, des trajectoires, ou en tout cas des lignes de structuration qui sont, j'ai envie de dire, transculturelles, et j'ai envie de dire qui sont transhistoriques au sens qu'elles font jouer l'archaïque, elles font jouer manifestement donc, des figures mythologiques qu'on a effectivement donc, de longue date, et que la fiction et la littérature est parfaitement capable effectivement donc, de pointer. Donc ce cerveau qui bouge, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une poussée chez l'adolescent, qui peut effectivement être, bien entendu, donc favorisé par l'entourage, mais il y a quelque chose effectivement qui le pousse de l'intérieur et qui le pousse d'une certaine façon à sortir de soi. Et que quand on parle de remaniement, le cerveau, il est un petit peu comme l'adolescent au départ, dans une espèce de déflorescence, et il va devoir affiner, élaguer, couper ce qui effectivement donc, est considéré comme non fonctionnel. Et l'adolescence, c'est un petit peu cette image, c'est-à-dire que j'ai une énergie à revendre, mais il va falloir aussi que je l'affine, que je l'élague, pour quelque part arriver à quelque chose de ma situation, de ma position, où je m'accepterai, et je m'accepterai personnellement, et on va voir la question de l'identité, mais aussi à travers laquelle je m'accepterai dans la relation à l'autre, dans mon positionnement social, qui est réinterrogé. Donc ce cerveau il bouge, et en même temps ce cerveau il reste très poreux aux influences extérieures, et il peut rendre compte, en tout cas aujourd'hui, d'un certain nombre de choses. Les deux choses, c'est la susceptibilité émotionnelle. Vous savez, les adolescents qui râlent, qui sont irritables, qui sont... c'est pas qu'ils vont pas mal, enfin qu'ils vont mal, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la question de la pulsionnalité, vous avez évoqué ce terme, mais effectivement est particulièrement mis en accent, mais par rapport à la difficulté de l'adolescent à pouvoir maîtriser ce qui le pousse de l'intérieur, ce qui effectivement lui permet effectivement de contrôler son comportement. Donc grosso modo, de manière un peu caricaturale, il est effectivement avec un accélérateur qui pousse bien et avec une capacité effectivement à freiner, à maîtriser son comportement qui devient un peu plus problématique. D'où la nécessité effectivement de cadrer un petit peu la route pour le faire avancer. Et en même temps, ce cerveau qui grandit, il perçoit les choses de manière différente. C'est-à-dire qu'il va percevoir le rapport à lui, il va percevoir le rapport au monde de manière différente.
importante parce que l'adolescent, c'est aussi une capacité à s'interroger, à se questionner, qui est différente de celle du préadolescent, qui nécessairement retravaille sa question de l'identité. En fin de compte, qui je suis plus un enfant, mais je ne suis pas encore vraiment un adulte, qui va, bien entendu, à travers la question d'identité, interroger la question de l'identification. C'est-à-dire que si je ne suis pas encore un enfant, ou si je ne suis plus un enfant, mais que je ne suis pas encore un adulte, vers quoi je vais tendre? Et donc nécessairement, on a toujours eu la question du modèle identificatoire. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait tendance à dire que le modèle était un peu en substitution des parents qui étaient un petit peu attaqués. Hein. L'idée, c'était de tuer le père ou tuer la mère, je vous rassure, c'est pas vraiment le fantasme de l'adolescent. C'est plutôt, effectivement, je me mets sur le même piédestal et pousse-toi un peu pour te montrer, effectivement, que je suis aussi capable de toi. Et que, comme la figure parentale peut être parfois attaquée, ou en tout cas questionnée, c'est avec la question du tiers devient intéressante. Et le tiers, l'adolescent, il n'a pas 36 solutions. Il a soit les copains et les copines, soit il a la question d'un autre modèle, d'une autre... Alors c'est l'idole, c'est le chanteur, c'est le sportif, dans lequel il va essayer effectivement donc, de ressembler, de s'approprier effectivement de manière parfois un peu cannibalique les vertus, les capacités, avec bien entendu, vous le savez, la déclinaison vestimentaire, parce que le vêtement devient un code d'identification, un code dans lequel les adolescents se repèrent eux-mêmes, d'accord. Alors le style est beau, vous connaissez mieux que moi ceux-là. Hein. Il y avait les bases, il y avait effectivement donc, les sportifs, il y a les mangas, enfin ce que vous voulez. Donc la question du vêtement et aussi aujourd'hui ce qui vient aussi, qui s'est un petit peu invité sur la scène, c'est la question aussi d'Internet. On y reviendra parce que aujourd'hui c'est un formidable outil d'émancipation pour nos jeunes qui peut paraître parfois un peu inquiétant du regard de l'adulte, mais dans lequel ils arrivent effectivement quelque part, même parfois un peu maladroitement, à essayer d'en faire quelque chose. Donc cette question d'identité, bien entendu, ça les réinterroge aussi du côté du sexuel. Le sexuel avec tout le champ de l'ambiguïté, d'accord, de la transformation, du choix de l'orientation sexuelle. Est-ce que je vais être plus attiré par les garçons? Est-ce que je vais plus être attiré par les filles? D'accord? Et que la question, en tout cas, de cette phase où il y a une espèce d'ambiguïté sexuelle, ou j'ai envie de dire de transsexualisme, mais pas d'un côté, elle se joue, j'ai envie de dire, naturellement chez l'adolescent. C'est toujours quelque chose qui peut émerger, soit de manière consciente, soit de manière inconsciente. Et c'est vrai qu'on passe un peu du temps, parfois, à mettre un petit peu des mots, à redonner un petit peu donc, cette ambiguïté, donc, à la remettre en perspective pour permettre à l'adolescent, donc parfois, de ne pas effectivement trop rester coincé, excusez-moi, dans l'entre-deux, parce que ce que l'adolescent va de toute façon mettre en œuvre pour trouver ses réponses, d'après vous, c'est quoi? Ça va être l'expérimentation. D'accord? C'est-à-dire que face aux questions, si je ne peux pas trouver les réponses du côté de mes camarades ou du côté de mes parents, nécessairement, il va falloir que j'expérimente, et ça va être l'éprouver. C'est-à-dire que pour se trouver, il faut aussi s'éprouver, et que ça peut être acceptable jusqu'à un certain point, mais on a des jeunes, effectivement, qui peuvent se laisser parfois embarquer dans des expérimentations un petit peu délicates, dans lesquelles ils vont croire trouver des réponses, mais ce ne seront pas des réponses qui seront des réponses vraies, qui prendront sens, qui seront vraies dans leur psychisme. Et c'est pour ça qu'après, on aura des adolescents un peu tordus, un peu, effectivement, donc, on va dire, marqués, et qui pourront un petit peu avancer de manière un peu chaotique. Donc cette question d'orientation sexuelle, elle se pose, et c'est vrai que le manga, par exemple, simplement pour réévoquer les choses, c'est un formidable aussi support pour eux, parce que ces questions, elles s'expérimentent, elles se symbolisent. La littérature peut être une autre façon, effectivement, de l'exprimer, mais elle donne des supports représentationnels qui permettent, effectivement, donc, aux jeunes d'opérer, en tout cas, des opérations mentales de réflexion sur eux, de réflexion sur l'autre, et de réflexion sur la question du rapport à l'autre. Ça me paraît important. La question du film aussi. Pourquoi aujourd'hui la question des super-héros, pourquoi on a besoin effectivement, la question du visuel devient très importante pour l'adolescent. Donc, identification, rapport effectivement donc, à soi et à l'autre à travers l'orientation, mais plus que l'orientation, c'est pas effectivement donc des... même si c'est quelque chose qui est assez présent dans le discours, c'est pas pour autant, excusez-moi l'expression un peu caricaturale, c'est pas des pervers polymorphes. D'accord? C'est que la plupart du temps, la question du sexuel est abordée à la fois dans l'excitation, dans la dangerosité, mais encore une fois, elle interroge beaucoup plus la question du narcissique.
Et le narcissique, c'est vraiment, je veux dire, la colonne vertébrale, ce qui vous permet un petit peu de se verticaliser, ce qui, encore une fois, donne un sens. Et pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, on observe d'une certaine façon un glissement chez nos jeunes. Et là, probablement, donc, la sociologue rebondira là-dessus, à savoir que c'est la question du rapport entre le bien et le mal qui va conditionner la question de ce qui est d'ailleurs un peu figuré dans la fiction, dans les films qu'on peut voir, mais la question du bien et du mal entre, non pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, mais aujourd'hui ça glisse dans est-ce que je peux le faire ou est-ce que je ne peux pas le faire. Et la différence, elle est quand même importante pour nous, parce que la question des limites, elle doit se faire, c'est-à-dire qu'on est des êtres éminemment sociaux et sociables, et que pour être ensemble les uns avec les autres, il faut intégrer un certain nombre de règles, quitte en les contestant au départ, mais après c'est les accepter, et c'est les faire effectivement figurer comme siennes, comme fondatrices. Et l'adolescent aujourd'hui, et ça on pourra peut-être aussi faire le lien avec la question des rituels, qui font peut-être trop défaut dans nos sociétés dites modernes, comparativement à ce qui pouvait effectivement donc, se jouer avant. Mais quand je dis avant, c'est pas forcément dans ce qu'on appelle les sociétés dites primitives, mais ça peut être il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, ces lignes effectivement donc, de transgression, en tout cas d'expérimentation, deviennent floues, donc ils sont tentés de bricoler eux-mêmes ces fameuses expériences qui vont leur donner, qui vont leur renvoyer le sentiment que ça y est, je suis un autre, ça y est, je suis quelque chose de plus fort que ce que je n'étais. Donc la question du choix d'orientation se fait, il va y avoir la question des conduites à risque naturelles, expérimentation du cannabis, expérimentation de l'alcool. Je vous rassure, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, il n'y a pas plus d'adolescents qui s'alcoolisent, il n'y a pas plus d'adolescents, ça devient simplement beaucoup plus bruyant, il y a des effets de médiatisation qui sont importants, et simplement pour vous dire que on a très peu, enfin, rapporté sur une année aux urgences, on a une dizaine, une quinzaine d'alcoolisations massives. Alors qu'on aurait pu penser en avoir beaucoup plus. Alors je ne dis pas effectivement qu'il n'y en a pas ailleurs, elles ne viennent pas toutes à l'hôpital, mais je crois que là aussi il y a une responsabilité sociétale sur l'image que l'on renvoie aux adolescents et comment les adolescents eux-mêmes s'en saisissent. Dans cette question du rituel, de l'expérimentation, de l'éprouver, qui peuvent effectivement tester à travers les conduites à risque, les conduites à risque elles sont quelque part aussi un peu maturatives. Le tout c'est de savoir comment elles vont être bornées. Et elles vont être bornées par deux choses, à la fois du côté parental, et donc la question du parent est toujours réinterrogée, quoi que l'adolescent en dise, quoi que l'adolescent en pense. La première figure de rattachement qui est convoquée dans les adolescents qui sont plutôt en souffrance, c'est toujours la question de la position parentale. Ils ont beau dire que je n'aime pas, je le déteste, c'est toujours effectivement les parents qui sont les premiers supports, et on ne peut pas travailler avec un adolescent sans aider les parents. Et puis il y a la question aussi sociale, de la question de l'adulte, du pédagogue, du politique, parce qu'il y a aussi une acuité, il y a une ouverture intellectuelle de nos jeunes aujourd'hui, où ils sont peut-être beaucoup plus en interrogation, où ils viennent défier peut-être et nous chatouiller bien plus sur nos propres incohérences, sur nos propres incertitudes. Donc cette question, enfin, ces lignes effectivement un peu fondatrices, maturatives, du passage, de la transgression, de la maturation, de la découverte de soi, du positionnement dans la relation donc, à l'autre, elles sont, j'ai envie de dire, pas différentes. D'accord? Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans. Par contre, la façon de les exprimer, la façon de les mettre en scène change, évolue, avec parfois des transformations heureuses et parfois des transformations malheureuses. Et je terminerai là-dessus. Les transformations heureuses, c'est que l'adolescent est toujours confronté à la question de la maîtrise. Grosso modo, je dois m'émanciper de la maîtrise parentale pour quelque part m'autonomiser. Ses parents, aujourd'hui, pour beaucoup, j'ai quand même pas grand-chose à leur reprocher, mais il faut quand même bien que je les attaque. D'accord? Alors, je vais les attaquer sur quoi? D'accord? Et puis, si je les attaque, je ne peux pas non plus les attaquer trop. D'accord? Parce que là, ça devient dangereux, parce que il y a aussi un environnement sociétal qui me renvoie à la crise, qui me renvoie à l'interrogation. Donc, ils sont obligés de naviguer en permanence entre à la fois s'affronter et en même temps, effectivement, donc, se soutenir. Et c'est vrai que l'Internet est intéressant parce que ça leur donne, au-delà de la question de la formidable outil de connaissance et d'ouverture sur le monde, ça leur donne une espèce de maîtrise aussi. Une maîtrise parce qu'ils peuvent effectivement trouver énormément de choses sur Internet pour venir répondre à leurs interrogations. Après, vous me direz, il y a toujours la question de la nuance. Et
la question de la sexualité, si vous saviez ce qu'ils sont capables de trouver, vous avez maintenant donc, des sites entiers dédiés pour les adolescents, où ils peuvent interroger, questionner, complètement, effectivement, y avoir toutes les réponses, même parfois de manière un peu, j'allais dire, un peu crue, un peu brutale par rapport à des adultes, sur ça. Et donc c'est à la fois un outil qui les aide à rester en relation en permanence les uns avec les autres, on doit être branchés, on est branchés les uns sur les autres, ça nous aide à nous connaître aussi nous-mêmes. C'est vrai que ça médiatise aussi la relation à l'autre, d'accord ? C'est-à-dire qu'on se voit quotidiennement au collège, on s'appelle tous les soirs au collège, on chatte sur Facebook tous les soirs, et ce qui se dit au collège en face à face est étonnamment différent de ce qui se véhicule par texto ou par... Et les deux sont complémentaires, parce qu'ils utilisent des canaux différents. Alors ça, c'est intéressant de voir après le regard des sociologues. Mais c'est aussi un outil de domination, de réappropriation sur l'adulte. Combien d'adolescents sont là comme étant effectivement les techniciens supérieurs de la maison pour régler les problèmes d'informatique ou régler les problèmes effectivement d'accès à Internet. Donc ça, ils adorent, d'accord ? Alors après, on pourrait dire effectivement, est-ce que ça va durer longtemps ? Je pense qu'ils ont quand même une grande longueur d'avance. Hein, et avant qu'on l'ait, parce qu'ils sont nés avec ça, ils têtent de ça. Mais donc cet outil de contrôle, de maîtrise, il peut devenir aussi un outil de domination, vous le savez, et que certains se servent aussi d'Internet pour, quelque part, être dans le contrôle de l'autre, être dans l'intrusion à l'autre, et être dans la possession de l'autre. Et avec tous les phénomènes effectivement de sexting, que vous avez peut-être entendu parler, ou des campagnes de rumeurs, de diffusion, qui aujourd'hui font assez florer sur Internet, et qui amènent de plus en plus les adolescents aux urgences, parce qu'il y a une rumeur qui circule sur moi, et qui est effectivement diffusée au-delà de l'éducation du collège, du lycée, sur, j'en dire, quasi la grande périphérie lyonnaise. D'accord ? Donc, à la fois, c'est un formidable outil, mais qu'il faut effectivement, dont il faut se servir, et qui peut quand même aider effectivement donc, la plupart. Alors voilà, donc c'était un peu une présentation un petit peu large. Je pense que c'est plus pour effectivement donc, soutenir la relation, et pour ma part, j'en resterai là. Merci pour le tour de force. Les 20 minutes n'y auront pas suffi, mais auront sans doute permis d'ouvrir pas mal de perspectives. Et du coup, comme le regard de la sociologie devait nous aider à en terminer, je laisse maintenant la parole à Dominique Pasquier. Merci beaucoup, je suis ravie d'être présente à ce débat. Donc moi, je suis sociologue de la culture et je vais partir avec un fil très précis qui est les pratiques culturelles des jeunes, en essayant, bien sûr, il y a beaucoup d'autres fils possibles à tirer et plusieurs ont été tirés avant moi, mais l'idée c'est que la culture c'est une entrée parmi d'autres pour comprendre des choses plus largement sur les étapes dans la jeunesse, les relations, la sociabilité juvénile, la relation intergénérationnelle. Donc j'ai fait pas mal de recherches moi-même sur ces questions. Il y a beaucoup de doctorants qui ont travaillé notamment sur les blogs adolescents, sur les réseaux sociaux numériques. Donc je vais mélanger toutes ces recherches en entendant la culture dans un sens très large, à la fois les choses culturelles classiques, mais aussi les pratiques vestimentaires, la décoration de la chambre, la relation à tous les produits culturels, quels qu'ils soient, sans hiérarchie précise. Je m'intéresse autant aux jeux vidéo qu'à la lecture de livres. Voilà. L'idée, c'est de tirer deux idées principales, qui est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans les travaux que j'ai pu mener sur ces questions, le fait que les pratiques culturelles permettent d'être un support pour les identités sociales à la préadolescence et à l'adolescence, mais je parlerai beaucoup des pratiques, des tournants qui s'opèrent notamment au moment des franchissements des seuils scolaires, et beaucoup du tournant qui a été beaucoup étudié et qui donne des choses vraiment intéressantes, qui est le passage la fin du primaire à l'entrée au collège. Le collège dont on vient de parler, qui est un moment difficile dans la vie du jeune aujourd'hui, ou d'ailleurs, puisque je n'aurai pas le temps d'en parler, une grande enquête européenne qui vient d'être menée, à laquelle je participais, montre qu'il est plus facile d'échanger sur Internet qu'en face à face, surtout pour les garçons entre 11 et 14 ans, dans tous les pays d'Europe. Donc on voit très bien qu'il y a ce moment difficile où, quelquefois, les nouvelles technologies peuvent être une opportunité assez formidable pour ne pas être soumis au regard des groupes
de liens faibles qui sont caractéristiques de la sociabilité masculine. Donc les médias, la culture, tous les produits culturels, ils permettent de marquer des moments de transformation, de métamorphose, pas au sens littéraire, puisque ça sera moins fort, mais des moments où on marque officiellement, publiquement, vis-à-vis surtout des groupes de pairs, PIRS, le passage à un stade différent. Donc je vais prendre cette entrée, devenir grand. Alors ça suppose deux choses. Ça suppose d'une part d'abandonner certaines pratiques et d'autre part d'en adopter d'autres. Alors, et puis dans un deuxième temps, je parlerai de comment on se sert des produits culturels pour affirmer une identité sociale de sexe, le fameux genre dont on parle beaucoup aujourd'hui, de garçons ou de filles, et comment ces affirmations varient considérablement avec l'avancée en âge au moment de l'adolescence. Donc se montrer grand, le franchissement du sol scolaire, il y a eu des travaux très intéressants sur les jeux dans la cour de récréation entre le CM2 et l'entrée en 6e, où on voit qu'il y a toute une série de jeux qui sont impossibles à poursuivre au moment de l'entrée en 6e, et surtout pour les garçons beaucoup plus vite que pour les filles, puisque l'enquête qui a été menée montrait que tous les jeux où l'on bouge dans la cour de récréation sont des jeux qui ont un statut, qui ramènent au statut de petit, et que donc il faut passer à des jeux où on parle, à des jeux où on s'ennuie, et que c'est revendiqué comme tel. Donc on voit très bien, et c'est intéressant de voir que dans cette étude qui a été menée par Stéphanie Ruby, les garçons sont plus vite obligés que les filles à l'entrée au collège d'abord de prendre le statut de grand, c'est-à-dire de passer au statut où on est moins dans le mouvement et on est dans l'affichage de l'ennui qui s'installe. Et elle montre aussi que ces jeunes garçons qui au collège apprennent très vite à mettre en scène une identité de plus grand, donc plus proche des aînés de la cohorte, les 4e ou les 3e, sont des enfants qui continuent à jouer au football avec leurs copains à la maison. Donc il y a une dissociation assez forte des scènes scolaires et des scènes familiales. Et ça, c'est une constante régulière dans beaucoup de travaux sur les jeunes et la culture. On voit cette scène familiale qui est finalement plus libre, entre frères et sœurs notamment, que la scène scolaire où les groupes de pairs ont un pouvoir d'imposition des normes de ce qui est praticable et non praticable beaucoup plus rapide et beaucoup plus pesant. Abandonner des pratiques, donc ça peut être des jeux, ça peut être, moi j'ai fait une longue recherche sur la réception des séries pour adolescents à la télévision, et notamment la fameuse série Hélène et les garçons, qui à l'époque avait fait grand bruit et était beaucoup regardée, et on voit très très bien que les séries pour adolescents, notamment le pôle auquel appartenait cette série Hélène et les garçons, qui était plutôt bas de gamme et très sentimentale, est typiquement une pratique qu'on doit officiellement abandonner au passage au collège, et donc travailler sur les courriers envoyés par des fans d'Hélène et les garçons aux comédiens de la série. Et on voit très très bien qu'il y a tout cet amour pour la fiction, cet amour pour l'expression émotionnelle qui est possible à mettre en scène publiquement pendant toute la période de l'école primaire, et que brutalement, à l'arrivée au collège, ce sont des témoignages qu'on pouvait lire dans les courriers envoyés, on se moque de moi parce que je dis que je regarde encore cette série. Donc il y a un ensemble de programmes de télévision, il y a un ensemble de décorations de la chambre. Vous avez tous vécu ça sur une brocante, vous vous promenez, vous voyez un préado qui vient sans doute de rentrer au collège, où ça fait pas très longtemps qu'il y est, qui est en train de brader son passé. Ils vont toutes ses Barbie, ils vont tous ses albums Panini, et il va passer à autre chose. Il va passer donc à, on le voit bien dans l'enquête, la grande enquête de Sylvie Octobre, qui a suivi une cohorte d'enfants sur les pratiques culturelles d'une cohorte d'enfants interrogés tous les 2 ans. C'était une grosse cohorte, il y avait 1700 enfants interrogés. On voit très bien la décoration de la chambre complètement évoluer au fur et à mesure de l'avancée en âge. On voit aussi qu'on abandonne, la télévision devient quelque chose de méprisable au profit de la musique qui devient l'univers central. Donc il faut adopter des pratiques musicales et abandonner une partie des pratiques télévisuelles. Il y a des musiques qui, avec l'avancée en âge, vont devoir elles-mêmes être abandonnées publiquement, mais on peut continuer à les écouter en cachette. Donc on voit ce sont des scènes assez typiques qu'on retrouve d'une recherche à l'autre, qui sont des scènes où en fait il y a des pratiques de coulisses, un peu, on pourrait les appeler comme ça au sens de Goffman, qui sont des pratiques qu'on peut avoir chez soi tout seul, qu'on peut avoir avec sa famille, du moment que ça ne transpire pas dans la sociabilité intragénérationnelle, donc avec les groupes de pairs en classe. Donc la scène scolaire et la scène
privées restent des scènes assez dissociées. Et moi, ce qui m'avait beaucoup frappé dans cette enquête sur la réception des séries pour adolescents par les jeunes enfants, c'est qu'un enfant apprend très jeune à manier la bonne rhétorique, c'est-à-dire à savoir se présenter sur la scène sociale comme quelqu'un qui est cohérent avec l'âge qu'il a et avec le sexe qu'il a. Alors on peut passer maintenant à l'idée de se montrer fille ou se montrer garçon. On est dans le même registre, avec là quelque chose d'assez particulier qui est qu'au moment de la... excusez-moi, j'ai sauté une petite étape. Dans le devenir grand, il y a adopté de nouvelles pratiques. Alors ça, c'est très sensible, notamment les pratiques des nouvelles technologies sont des bonnes entrées pour travailler ces questions-là. À l'époque, l'introduction du téléphone, la massification du téléphone portable a été étudiée par pas mal de doctorants et on voit très bien que la possibilité d'avoir jeune un téléphone portable, la possibilité d'avoir jeune, aujourd'hui c'est l'inscription, avoir un profil sur Facebook, l'enquête européenne dont je parlais tout à l'heure, EU Kids Online, montrait qu'il y a 25% des 9-13 ans qui ont un profil sur Facebook. Bon, ça c'est sur la moyenne des 27 pays européens sur lesquels portait l'enquête. Et on voit très bien qu'avoir ce profil sur Facebook, avant l'âge autorisé par le réseau social en question, est un enjeu très très fort dans les entretiens en famille, on le voit très très bien. Et c'est souvent avec l'accord des parents que se fait cette avancée en âge officiel, qui est que les parents sont d'accord pour que l'enfant se crée un profil alors qu'il n'en a pas l'âge, et donc il déclare une fausse date de naissance sur son mur. Donc, on voit avoir un téléphone portable très jeune, avoir le droit à l'époque d'aller sur les chats, mais après ça a été avoir le droit de se créer un Skyblog, avoir le droit de s'inscrire sur un réseau social avant l'âge autorisé par les chartes, avoir le droit de pratiquer ce que pratiquent les autres en termes de nouvelles technologies sont des enjeux extrêmement importants. On a aussi, bien sûr, des tas d'indices de la transformation, de la monstration de l'avancée en âge à travers les pratiques vestimentaires, où il y a bien sûr l'étape du choix des vêtements sans le regard et sans la décision parentale, mais il y a aussi un très beau travail d'une sociologue qui s'appelle Aurélia Mardon, qui a travaillé sur le vestiaire sexuel féminin chez les préadolescentes et qui montre dans une classe d'un collège de milieu très populaire, puisqu'il y a une grande différence dans l'acceptation de la sexualité vestimentaire en milieu populaire est beaucoup plus grande que dans les classes favorisées. Elle montre que le fait d'avoir le droit de porter un string à l'entrée en 6e devient un enjeu extrêmement fort pour un certain nombre de filles qui sont elles-mêmes dans un réseau de filles où montrer qu'on est grande, c'est avoir eu le droit, avoir réussi à négocier avec ses parents, avec sa mère bien sûr, cet achat d'un string. Donc on voit dans tous les domaines, la décoration de la chambre, les pratiques culturelles, ce qu'on regarde à la télévision, les objets technologiques avec lesquels on a le droit de communiquer, la pratique vestimentaire, tout ça sont des domaines où effectivement c'est un moyen pour l'enfant de marquer son avancée en âge et de la marquer pas vis-à-vis tant de lui-même ou de sa famille, puisqu'il y a une complicité parentale dans un certain nombre de cas, mais de le marquer vis-à-vis de l'extérieur. C'est une mise en scène publique, en fait, surtout destinée au groupe des pères, mais qui est une mise en scène extrêmement importante pour sauver la face, finalement, par rapport aux autres. Après, il y a l'autre versant qui est se montrer fille ou se montrer garçon, et là, j'ai pu l'approcher dans 2 recherches successives. C'est la première recherche sur les séries pour adolescents. Bon, vous prenez une série comme Hélène et le garçon, qui est typiquement de la série sentimentale bas de gamme, en termes de qualité de production, et on voit très très bien que tout jeune, les enfants vont très très bien, très vite
comprendre l'enjeu, enfin le danger qu'il y aurait pour un garçon à dire qu'il est intéressé par des scènes de baiser sur la bouche ou des scènes où une actrice porte une mini-jupe ou un décolleté. Donc j'ai pu faire des observations en famille avec des enfants qui regardaient des épisodes d'Hélène et les garçons, et on voit très très bien l'attitude extrêmement angoissée des jeunes garçons qui pouvaient être présents, qui donc réagissaient très très fortement aux scènes évoquant la séduction féminine, avec un rejet très affiché en disant c'est dégoûtant, c'est pas pour moi. J'ai aussi pu faire travailler des jeunes enfants à partir où on leur demandait de rédiger une rédaction sur est-ce que vous connaissez la série Hélène et les garçons, dites si vous aimez ou pas. Et là, on a, sur une classe complète, j'avais recueilli 25 rédactions. J'avais pas besoin de savoir les noms des enfants pour savoir si c'était un garçon ou une fille. Tous les garçons, sans exception de la classe, ont parlé des scènes de baiser en disant « je déteste », même sans regarder « je déteste », ou « c'est pour les filles ». Donc, une identification très très forte d'un programme qui n'était pas destiné à un public masculin. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les garçons ne s'intéressent pas à ces scènes de séduction. Au contraire, à mon avis, ça les intéresse tout à fait autant que les filles, mais ça, c'est pas mon domaine. Mais simplement, il y a cette dissociation très forte qui existe entre ce qu'on pratique pour soi, ce qu'on ressent, et donc bien sûr les émotions devant la séduction féminine à l'écran ne sont pas moindres pour un garçon que pour une fille, et simplement ce qu'on a le droit d'en dire. Donc il y a des enjeux d'affirmation de soi comme quelqu'un qui est séduit par la fiction qui sont beaucoup plus menaçants pour un garçon que pour une fille. Et j'en ai eu beaucoup de traces dans ces courriers de femmes qui étaient envoyés aux comédiens de la série, où ce sont des filles qui écrivent à 90% et qui n'hésitent pas du tout à transcrire dans leurs lettres, qui étaient des lettres d'enfants, elles avaient entre 7 et 12 ans, qui transcrivent dans leurs lettres toutes les émotions très très fortes que peuvent susciter à l'adolescence les images de la beauté féminine, les images, les récits seraient-ils très simplistes, comme ça l'était dans cette série-là, les récits très simplistes de l'amour entre garçons et filles. Donc on voit très bien, il n'y a pas de danger du côté féminin, il y a un danger fort du côté masculin. En revanche, le danger arrive, et à peu près aussi au tournant de ce fameux seuil scolaire, qui est le passage en 6e et le passage à la confrontation à des plus grands, à des 14-15 ans qui sont dans le même établissement. Et on voit très très bien à ce moment-là la nécessité pour une fille qui rentre au collège d'acquérir de nouvelles normes qui sont dictées par le haut et qui sont dictées donc par les filles plus âgées, qui vont être des normes très différentes d'avant, où au contraire il va falloir se désintéresser des produits trop émotionnels, ou continuer à s'y intéresser, mais de façon plus clandestine en tout cas, et afficher un goût pour un certain nombre de produits masculins. Et là, on a ce phénomène dont vous parlera certainement à ceux qui assisteront à la conférence de Christine Détré, puisqu'elle le montre très bien. Dans le cas des mangas, les lectrices féminines abandonnent les mangas pour filles pour les mangas pour garçons à un moment au tournant de l'entrée dans l'adolescence, parce qu'à ce moment-là, il y a cette valence plus forte des produits destinés aux hommes qui est revendiquée dans l'avancée en âge des filles. Donc ce sont des trajectoires finalement extrêmement complexes où finalement, si j'étais un petit peu caricatural, je dirais jusqu'à l'âge de 11-12 ans, c'est plus facile d'être une fille que d'être un garçon, puisque on a tout un univers sentimental qui n'est pas menaçant. Et puis, il y a un moment où ça devient très très difficile d'être une fille, parce que cet univers sentimental, il faut le rejeter pour avoir l'air de grandir. Et pour grandir, il faut se calquer le plus près possible des produits qui sont appréciés par les jeunes de sexe masculin. Donc c'est une complication. Donc les deux points de vue, devenir grand, se montrer fille ou se montrer garçon, sont des points de vue qui se croisent et qui s'échangent en quelque sorte avec l'avancée en âge. Et puis dans les 5 minutes qui me restent, pour finir, j'aimerais parler un peu de ce que les travaux sur les nouvelles technologies nous ont appris finalement sur la transformation et ce qui se passe dans les sociabilités adolescentes. C'est toujours très difficile de mener des enquêtes là-dessus, parce que c'est
toute intervention de chercheurs qui observent, qui questionnent, qui interviewent, crée un biais évident, un artefact évident. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matériaux qui ont été travaillés, qui sont des matériaux issus des blogs adolescents, des fameux skyblogs, ou des matériaux, enfin, des étudiants qui travaillent, des doctorants qui font des thèses sur les profils sur les réseaux sociaux. Et on a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui auxquelles on n'avait pas accès avant, hein, même s'il y avait des travaux très intéressants, mais c'était beaucoup plus difficile. Et ce que montrent ces travaux, et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais juste donner 2-3 pistes, à mon avis, qui me semblent importantes, c'est qu'il y a à la fois, c'est vrai, une sorte de soupape qui s'est ouverte avec cette deuxième scène interactionnelle qui est l'échange en ligne, qui, comme vous le savez sans doute, c'est très, très connu aujourd'hui, se fait avec les gens qu'on connaît dans la vie réelle pour une grande majorité des échanges. Donc ce n'est pas des échanges avec des inconnus, sauf dans le cas des jeux vidéo en ligne et puis de quelques chats, mais disons qu'en gros, le 80-90% selon les cas, des échanges se font avec des gens avec qui on a déjà un contact dans la vie réelle. Donc c'est une deuxième scène interactionnelle, c'est pas une scène alternative. Et cette deuxième scène interactionnelle, c'est vrai qu'elle offre des possibilités, des opportunités que n'offre pas toujours le face-à-face, surtout au moment de l'adolescence, et surtout pour les garçons, où le regard des groupes de pairs est beaucoup plus pesant que pour les filles, parce que ce sont des groupes de liens faibles qui sont plus larges en termes d'effectifs, et que la culture de la confidence, qui est plutôt du côté féminin et est plutôt fondée sur des dyades ou des triades, la culture de la confidence permet plus d'affirmer sa différence que le groupe de liens faibles de façon masculine. Donc on voit très bien que beaucoup de travaux sont concordants sur ce point, et cette deuxième scène interactionnelle, elle est vécue comme une soupape, elle est utilisée comme une soupape, donc on y dit des choses qu'on ne peut pas dire dans la journée, notamment au moment du collège. On voit très bien ce phénomène se produire. En rentrant chez soi, on va pouvoir faire des confidences qu'on n'a pas pu faire en face à face pendant toute la journée au collège. Mais il y a aussi des inconvénients, et je finirai là-dessus. Les inconvénients, bon, il y en a un certain nombre bien sûr, mais moi je dirais que les risques tels qu'on les évoque dans la presse, la pornographie, ça ne me semble pas être très important. Alors qu'en revanche, je pense que l'enquête You Kids Online montrait que ce qui angoisse le plus les jeunes, c'est le harcèlement en ligne. Et le harcèlement, c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on connaît qui va appuyer sur une rumeur qui fait déjà mal. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire circuler quelque chose sur vous et vous n'aurez pas les moyens de l'arrêter. Donc ça vient de quelqu'un qui n'est pas des images pornographiques qui défilent dans l'ordinateur, ou la crainte de la rencontre avec des inconnus, qui peut arriver bien sûr, mais qui est quand même très très faiblement fréquente. C'est la crainte que des gens que vous connaissez puissent vous faire plus de mal que dans la vie réelle, parce qu'il y a cet effet de caisse de résonance que peut jouer justement ces réseaux sociaux entre jeunes, où les adultes finalement ne sont pas du tout présents. Et cette caisse de résonance, il y a une très belle thèse faite par une doctorante suisse l'année dernière sur les blogs adolescents, où elle a suivi en parallèle pendant 3 ans un groupe d'adolescents sur leur blog et dans la vie réelle et dans leurs vacances. Et on voit très très bien, c'est aussi un autre problème, non seulement la rumeur qui circule trop vite et trop fort, l'autre problème, ça serait sans doute des sortes de spirales de popularité qui finalement rejettent à la marge un certain nombre de jeunes qui ne parviennent pas à imposer publiquement le fait qu'ils sont aimés. Et ça, je pense que c'est un vrai danger, il est assez difficile à étudier, mais on le voit quand même dans ce travail sur les blogs, où sur un groupe d'une vingtaine de jeunes, d'une classe, il y en a 2 qui vont devenir un peu comme des stars locales pour tous les autres, qui vont recevoir tous les commentaires, tous les posts sur le blog, dont l'histoire amoureuse va être suivie comme un feuilleton passionnant. Et il y en a qui n'auront jamais de réponse quand ils ouvriront un blog à leurs photos, pas de réponse à leurs posts, et donc qui vont souffrir beaucoup d'une solitude devenue publique, parce qu'il y a toujours eu la grande
peur à l'adolescence effectivement, a toujours été de ne pas avoir d'amis. Mais là, le fait de ne pas avoir d'amis devient public de façon très très violente, en fait. Donc je dirais que ça peut être un des problèmes de ces mises en réseau des jeunes entre eux, où à la fois ils peuvent dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire en face à face, ou en même temps ils peuvent recevoir des coups qu'ils ne reçoivent pas toujours en face à face, ou qu'ils ne recevaient pas de la même façon, ou pas de façon aussi publique auparavant. Voilà, je m'arrête là. Parce que finalement, vous terminez en nous parlant de narcissisme. Ouais. Et Pierre en parlait aussi, du narcissisme. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve frappant, des choses qui traversent les trois exposés. De même que, par exemple, moi j'ai relevé, alors peut-être du coup pour faire un peu le contre-pied avec ce sur quoi vous terminez, l'aspect quand même positif sous lequel vous présentiez les choses tous les trois. Puisque que ce soit Anne-Marie qui nous dit, qui présente d'abord la métamorphose comme un passage naturel, donc déjà c'est un peu moins angoissant, même s'il y en a d'autres qui le sont moins. Pierre qui parlait de crise, mais sur le mode de la transition dans ce qu'elle peut avoir de positif. Et puis un regard que je trouve un peu justement décentré, mais on en discutait un peu avant d'arriver, hein, un peu différent de ce qu'on a parfois coutume d'entendre sur des ados qui s'alcoolisent trop ou qui font surtout des mésusages d'Internet plutôt que des usages positifs. Donc merci, moi j'ai trouvé cet éclairage plutôt réjouissant. Voilà, j'espère que je ne doute pas que vous ayez des questions. Il nous reste une petite vingtaine de minutes, donc la parole est à vous. Ça serait peut-être bien juste, sans se présenter en long, large, en travers, simplement peut-être de dire vite fait d'où on parle, quoi. Donc qui on est, pas votre nom, mais comment vous vous situez là-dedans. Ok, donc je suis juste un étudiant, j'ai 21 ans, donc je suis encore dans l'adolescence. Voilà, non, c'est juste une question à propos de l'alcool, c'est finalement, les adolescents ne s'alcoolisent pas trop, ça j'en suis conscient, même si on s'alcoolise quand même pas mal. Enfin du moins en médecine, mais c'est juste, c'est pas des adultes qui sont de moins en moins justement, qui ont une culture de moins en moins proche de l'alcool finalement, et qui justement sont en décalage, enfin c'est plutôt l'impression que j'ai, c'est les adultes qui par rapport aux générations... Les campagnes seraient politiques, alors réduire effectivement la consommation d'alcool, ça serait politique, c'est ça. C'est une question qui est compliquée parce que toute société utilise des produits quelque part psychodysthétiques, quels qu'ils soient, alcool, cannabis ou autres produits. Et de tout temps, on a toujours eu besoin quand même d'aller trouver de l'artificiel pour, là aussi, être dans une espèce de transfiguration au moins. Les jeunes aujourd'hui, d'abord, je tiens à dire que toutes les études, et la grande majorité des études qui sont lancées au niveau international, au niveau européen, depuis les dernières années, montrent que la proportion d'adolescents qui, entre guillemets, vont mal reste stable. C'est 10 à 15%, donc 85% d'adolescents, on va dire, je tiens à le dire. Et 10 à 15%, ils expriment les choses de manière différente. Alors, l'alcool aujourd'hui n'est pas recherché pour l'ivresse. Vous voyez, c'est pas, excusez-moi les quelqu'un de Marquet-Yann, c'est pas avoir accès à quelque chose d'une euphorie, d'un partage commun. Ce qui nous gêne plus, nous cliniciens, c'est le besoin d'annihiler la limite. C'est-à-dire que c'est le besoin de s'étourdir, de s'abrutir, pour à ce moment-là éventuellement être dans la transgression et donc éventuellement potentiellement dans le passage à l'acte, qu'il soit auto ou hétéro, d'accord, j'entends auto ou hétéro-agressif ou auto ou hétéro-victime. Donc on a le sentiment que le rapport à l'alcool, et donc l'alcool est de manière différente, c'est boire de grandes quantités d'alcool massives, d'accord, pour rechercher un effet désinhibiteur ou un abrutissant et pas du tout quelque chose qui favoriserait entre guillemets la question de la convivialité ou la question effectivement du partage. C'est pas exactement la même chose. Donc, pour ça qu'on a des alcoolisations massives, avec tous les risques effectivement médicaux que ça comporte, et c'est pour ça que effectivement, il y a des jeunes qui se retrouvent dans une situation parfois un peu délicate. Alors, si je peux m'autoriser, simplement pour rebondir sur ce que vous disiez, sur la question effectivement des influences, on en a peu parlé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on est beaucoup plus préoccupé de la consommation d'alcool chez les jeunes femmes et les jeunes filles.
qui sont manifestement, pour beaucoup d'entre elles, beaucoup plus radicales que les hommes. Et c'est vrai qu'on observe un certain glissement sur l'expression. Alors, dans notre jargon, on parle de troubles externalisés ou de troubles internalisés. Alors, le trouble internalisé, c'est quoi? C'est exprimer sa souffrance sous la forme d'une tristesse, d'un trouble d'humeur ou d'une anxiété. Avant, effectivement, la puberté, c'est principalement l'apanage des filles. On tolère beaucoup plus, effectivement, que les filles expriment ça, et les garçons, il faut être masculin, viril, c'est pas possible. C'est plus le problème de comportement dit externalisé. Translation, l'agressivité, l'instabilité, X ou Y. Après l'adolescence, les choses sont vraiment aujourd'hui en train, si ce n'est de s'égaliser, voire même de basculer. Pour vous donner un exemple, dans mon service, j'ai 85 à 90% de jeunes filles hospitalisées. Et ce n'est pas des garçons. D'accord. Et on est confronté aujourd'hui à des jeunes filles qui sont dans des comportements de virilisation, avec l'idée, encore une fois, de je peux ou je ne peux pas, avec des questions de défiance, de paris, qui sont un peu les paris bêtes des mecs, mais que les filles aussi s'approprient. D'accord. Voilà. Quand vous dites que vous avez 90% des filles dans votre service, au niveau de... C'est que les filles sont moins pudiques que les garçons, de cachement. Elles cachent moins leurs problèmes. Je pense que, évidemment, quand il y a une jeune fille qui fait une translation, c'est beaucoup plus visible et c'est beaucoup moins, j'ai envie de dire, toléré que les mecs, où il va y avoir des facteurs de régulation au sein de l'établissement qui seront différents, alors que l'image de la femme, entre guillemets, peut-être plus policée, mais là je pense au couvert de mes collègues, est peut-être quelque chose de moins toléré. En plus, elles peuvent, pour certaines, et là je vous dis, il n'y a pas effectivement de clivage socio-culturel, ou en tout cas socio-économique, elles peuvent être excessivement violentes, pas tant dans les gestes, mais en tout cas dans les propos, d'accord, avec la question des insultes, avec la question des provocations. Comme ce sont des jeunes filles qui sont intelligentes, elles viennent effectivement asticoter les profs pour vraiment les mettre en situation délicate, dans le cadre de l'ambiance de classe. Donc nécessairement, ça fait, excusez-moi, beaucoup plus rapidement et vite des erreurs. Bon. Il y a quand même un biais dans mon service, c'est que la grande majorité des jeunes qui rentrent dans mon service, parce qu'ils ont fait un passage à l'acte suicidaire. Et là, on a quand même aujourd'hui encore beaucoup plus de jeunes femmes qui vont exprimer ça par une atteinte de leur corps que de garçons, mais encore que là, on commence à devenir prudent parce que les expressions sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accidents de moto qui sont considérés comme des accidents de la voie publique, mais dont les racines peuvent vraiment faire penser à une conduite, effectivement, donc en stage. Et grosso modo, j'ai un jeune notamment en tête, il est arrivé suite à un accident de la voie publique, mais en fin de compte, les somaticiens ont fait de la chirurgie chez nous, parce que grosso modo, c'est que j'ai fermé les yeux, et j'ai lâché le guidon. D'accord. C'est pas la même chose que l'accident. Donc là, il y a manifestement un biais, il y a probablement une sous-estimation derrière les accidents de la voie publique chez les garçons de conduite qui feraient des équivalents effectivement parfaitement suicidaires. Ce qui est toléré en termes de comportement. Parce qu'il y a bien ça dans la réponse que tu nous fais, qui est qu'il y a un seuil d'acceptation du comportement déviant qui, pour une jeune fille, est quand même plus bas. Et puisqu'on parle notamment des difficultés qu'on peut rencontrer dans la sphère scolaire, puisque c'est un peu la partie d'Anne-Marie et la mienne de former des enseignants, on le voit de manière très caractéristique. D'abord parce qu'il y a eu des travaux en sociologie de l'éducation qui montrent que 80% des sanctionnés sont les garçons. Et pas forcément parce que ça veut dire que les garçons sont beaucoup plus mais parce que les normes de masculinité s'accommodent assez mal de ce qui se passe à l'école. Du coup, une fille qui sort de la route, on pathologise quand même plus vite que la chose qu'un garçon dont on aurait tendance à dire qu'il faut peut-être que jeunesse se passe, indépendamment du fait que là en plus il y a un acte suicidaire que je ne minimise pas, mais il y a quand même la question de ce à quoi on est tolérant ou pas, selon qu'on parle de filles ou de garçons ados. Avec une autre chose, mais là aussi, ça serait intéressant, je serais intéressé par les études dont vous avez parlé, parce que, encore une fois, avec prudence, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais on a le sentiment aussi que des jeunes filles utilisent le côté potage des mecs pour les instrumentaliser et faire en sorte que ce soit les bras armés de leurs propres revendications. Enfin, si je suis bien clair, d'accord, c'est-à-dire qu'ils agissent les garçons, je ne dis pas à l'insu de leur plein gré, parce qu'ils sont quand même bien capables, effectivement,
Mais on a le sentiment que certains se retrouvent, voilà, quelque part embarqués alors, dans quelque chose de l'ordre, est-ce que tu es capable, est-ce que tu peux le faire, et où les filles viennent chatouiller un petit peu la question de l'orgueil, la question de la masculinité, et parfois, voilà, et tirent un certain bénéfice à être un peu les chefs de bande. On a des jeunes filles qui sont vraiment chefs de bande, et qui ont un côté pas forcément masculin, c'est pas les garçons manqués, et qui peuvent avoir effectivement donc une façon beaucoup plus, j'ai envie de dire, agressive, effectivement, donc de gérer le rapport à l'autre. D'autres questions? Juste un constat, en fin de compte, ce que j'ai remarqué cet été, c'est qu'il y a pas mal de femmes adolescentes qui veulent avoir un comportement comme un homme par rapport à l'alcool, notamment de boire des bouteilles de vin, pas très fraîches d'ailleurs en plein été, et au boulot, et de s'afficher comme ça. Et on a l'impression que... Vous allez sur l'équipe, oui. Et en même temps, j'aimerais bien pouvoir s'interroger parfois, parce que ça c'est quand même des comportements qu'on voit pour effectivement des gens des grands adolescents, plutôt effectivement dans des 17, 18, 20 ans. La préadolescence ou l'adolescence est encore très souvent soit dans le cas des soirées entre copains, l'alcool qui rentre en douce, soit c'est à l'occasion très souvent de la première émancipation, c'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir avoir nos copains chez nous, pas que les mamans sont pas là, et là, poum, effectivement, donc c'est la transgression. Moi, si je peux donner juste la question évidemment du rapport quand même à l'image pornographique, c'est un sujet effectivement qui est compliqué. Enfin, nous, on a des chiffres qui montrent que 80% des 11-12 ans consomment de l'image pornographique. Et quand je dis consomme, c'est pas je suis tombé par hasard, c'est-à-dire qu'ils sont dans une recherche délibérée. Et après, c'est vrai que les chiffres baissent considérablement, alors, surtout effectivement en prépa mais surtout au lycée. Comme si, quelque part, après le lycée, il y avait d'autres choses qui prenaient relais, qui réinstauraient effectivement des relations ou l'importance du sentiment, alors que nos jeunes, peut-être, de manière un peu précoce, sont exposés un peu à la crudité du corps, ou à la crudité, effectivement, donc, d'une expression, effectivement, donc, d'une relation, d'un rapport au corps, qui peut quand même être, entre guillemets, traumatisant au sens que ça peut marquer. Alors, encore une fois, on se rend compte que la plupart des adolescents qui sont confrontés à ça, ils vont pouvoir tamponner, ils vont pouvoir gérer, à partir du moment où ils sont capables déjà d'en parler en groupe, parce qu'ils sont très bien capables de réguler des choses entre eux. Et puis si à un moment donné ils sont confrontés dans des choses un petit peu compliquées, c'est le grand frère, c'est la grande sœur, ou c'est le papa et la maman, qui restent encore des figures. Ce qui est plus problématique, c'est les jeunes qui ne peuvent pas effectivement s'appuyer sur soit un groupe de pères, soit qui sont dans des organisations familiales déjà effectivement plus fragilisées, où là la question effectivement donc du traumatisme peut vraiment opérer de manière beaucoup plus importante. Et dans cette enquête-là, Youth Online, qui était dirigée par les psychosociologues de la London School of Economics, on voyait, ils avaient beaucoup de questions. En fait, c'était le point de vue des enfants sur les risques sur Internet, avec un échantillon qui allait de 6 à 17 ans. Donc ça s'arrête à 17, c'est jeune. Hein, et on voyait très bien que ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est-à-dire les images porno, la peur de l'inconnu, qui sont des peurs des parents, hein, beaucoup, n'était pas vécu, parce qu'il y avait beaucoup de questions sur est-ce que ça t'est déjà arrivé de porno tout le monde, mais est-ce qu'après, qu'est-ce que tu as fait, à qui t'en as parlé, est-ce que tu y as pensé pendant longtemps. Donc il y avait beaucoup de questions d'ordre psychologique pour moi, mais qui laissaient penser que effectivement le porno, ça laissait pas trop de traces, quoi. Tranquille. Mais c'est vrai que ça pose énormément de questions de savoir ce que donne le fait d'être confronté à l'âge de 10 ans au lieu de plus tard, quand même, un peu avant, même peut-être 6-7 ans aujourd'hui, hein, à ces images pornographiques. C'est compliqué, hein, ça, je pense que ça donne... Ça fait une fraction sur la scène, effectivement. Ah ouais, c'est une vision instrumentale de la sexualité qui est un peu difficile. L'année dernière, on a assisté à une conférence organisée par des psychologues et sociologues italiennes qui ont parlé justement des enfants ou des ados confrontés à ces images pornographiques et qui disaient que c'était très problématique parce que ça entraînait, elles avaient fait un questionnaire et ça entraînait des gros problèmes de violence des garçons envers les filles, des violences psychologiques et des violences physiques. Donc, je pense qu'il faut quand même être
assez vigilant. Je pense qu'il y a toujours une série de corrélations qui font que vous allez identifier une conséquence, mais elle traduit à tellement d'autres choses en plus de la causalité que vous posez comme action. Alors, bien sûr, il n'y avait pas que ça dans ce questionnaire, mais il n'empêche qu'il y avait ça en partie et que c'était une des causes importantes. C'est pas une réponse tronquée, je vais vous faire. En tout cas, on a corrélé donc cette exposition précoce avec éventuellement l'âge du premier rapport sexuel. Ça ne change pas beaucoup, il n'y a pas d'impact. C'est-à-dire qu'au prétexte que les jeunes ont peut-être un accès beaucoup plus facile aujourd'hui en forme de conduite ou de comportement, de contenu à caractère sexuel, c'est pas pour autant que ça précipite leur consommation. La crudité des images fait violence, mais la crudité n'est pas violence en soi. Je veux dire, après, c'est toujours la question du travail psychique que vous allez faire et que vous allez opérer sur les images que vous voyez. Et je pense à ça parce qu'on nécessairement on questionne régulièrement là-dessus. Je suis intervenu dans un colloque où, alors ça n'a qu'une valeur anecdotique, mais effectivement, avant de préparer mon entrepôt, pendant évidemment tout ce j'ai interrogé des jeunes et de différentes tranches d'âge, et de manière assez libre, quand on les interroge là-dessus, sans avoir d'en parler. Et j'étais quand même surpris de la capacité à avoir une bonne distance critique vis-à-vis des contenus qu'ils voient. Alors que ça chatouille, excusez-moi, un peu les choses, ça l'entend bien, mais dans la capacité après à être dans la pérennité où je veux le mettre en acte, où je veux le mettre en scène, sincèrement. C'est peut-être pas dans tous les milieux. Ah, voilà, mais il y a après, il y a plein de. Mais dans le milieu, mais j'ai envie de dire, c'est aussi fonction, j'ai envie de dire, de l'environnement, de ce qui va aussi permettre à un enfant de consommer, de métaboliser ça. Est-ce qu'il va avoir des groupes d'école avec lesquels ils vont en parler, parce qu'ils en parlent beaucoup entre eux. Je vais pas développer quelque chose, ils expérimentent beaucoup de choses entre eux. D'accord ? Et après, c'est la capacité, s'ils sont vraiment débordés, est-ce que je peux me référer, encore une fois, à mon père, ma mère, et donc la disponibilité tout simplement des parents et leur capacité aussi à affronter cette question. D'autres questions? Est-ce que vous pouvez m'éclaircir sur le terme qu'on entend souvent maintenant, faire le buzz? On en a entendu parler qu'il y a quelques semaines sur ce chat qui est envoyé contre un mur. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire derrière ces messages, ces petites vidéos? Moi, ma réponse du clinicien, après je laisse. Et ça rejoint un petit peu ce que madame disait, c'est aujourd'hui c'est la question d'être populaire, il faut être visible, il faut effectivement avoir une surface médiatique. Et je partage parfaitement votre avis, c'est-à-dire que, et ça on voit bien même, excusez-moi, donc les définitions on les retrouve dans les amphithéâtres d'étudiants en médecine, d'accord? Vous avez des figures populaires, d'accord, qui vont effectivement quelque part avec une espèce de hiérarchie d'étudiants de rapport entre eux, avec les leaders positifs, d'accord, et ceux qui derrière sont un petit peu qui rament, quoi, qui n'arrivent pas. Donc faire le buzz, c'est simplement, c'est une caisse de résonance pour moi de quelque chose qui les fait aussi rire, qui les interroge, mais voilà. Après, ils adorent, enfin moi je termine là-dessus, ils adorent faire peur, ils aiment bien nous faire peur aussi. Ils sont très vite conscients de l'impact que ça peut avoir sur nous en tant qu'adultes. On peut traduire le buzz par le bouche à oreille électronique, en fait, tout simplement. Alors, il peut être organisé par des marchands. Par exemple, Coca-Cola va faire circuler un buzz en donnant des récompenses à certains leaders d'opinion qui vont sur Internet transmettre la nouvelle canette à... Mais il y a du buzz entre internautes aujourd'hui en horizontal, donc en circulation horizontale, qui est très très important et dont les professionnels d'Internet sont parfaitement conscients et utilisent. Donc c'est des réseaux de circulation du bouche à oreille en ligne utilisés par les professionnels des sites. Alors là, l'exemple du chat c'est autre chose, hein, mais... Si je peux rajouter une remarque en tant qu'utilisateur d'Internet, c'est juste que faire le buzz, c'est par exemple quelque chose qu'on va regarder sur le net, tout seul ou généralement qu'on va trouver intéressant, et après on va en parler avec quelqu'un, et en fait on s'attend pas du tout à ce qu'elle tombe sur la même chose, mais finalement on va parler et ça va faire un point commun en plus. Donc généralement c'est ce genre de choses. Voilà, mais oui c'est du bouche à oreille, hein. Vas-y. Eh ben, on va rester là. Ce qui est certain, c'est que, c'était l'expression qu'utilisait Pierre Fonderet, on a des ados rats de laboratoire, qu'on a essayé un peu
d'éclairer tous les angles kids, apparemment leur aurait fait très plaisir. C'est dommage qu'on ait fait plus dans la salle, du coup, parce que des grands ados, il y aurait pu y en avoir pas mal de l'université. Je remercie nos 3 intervenants. Je rappelle que un petit service et je vous remercie de votre présence. Bon après-midi.